Bonjour Pauline, merci de nous recevoir. Salut. Avec Louisa et Emma qui est derrière les caméras, évidemment l'équipe qui nous donne un gros coup de main. Pour commencer directement cette interview, ça fait plus de 8 ans que tu es ici, tu es partenaire chez Elaya, merci de nous recevoir chez vous. Pourquoi fais-tu ce métier? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Alors, ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir accompagner des projets d'innovation, de pouvoir les soutenir et puis en fait d'être acteur, mais aux côtés d'un entrepreneur qui porte le projet. Avant, j'ai fait de la banque d'affaires, donc j'étais dans les divisions de ce qu'on appelle de corporate finance, essentiellement sur des sujets de fusion-acquisition et de fundraising. Et déjà du coup exposé à la tech, un peu plus mature parce que des boîtes un peu plus âgées, un peu plus grosses. Mais du coup avec une empreinte et une fonction support qui était un petit peu différente. Alors tu arrives à un moment très cool qui est en général la vente d'une boîte. Donc c'est la matérialisation d'un moment important, souvent aussi pour l'entrepreneur en termes de patrimoine et d'argent, donc c'est assez festif. Et puis en fait du coup tu arrives dans ce métier-là en bout de course. Et en fait j'avais vraiment envie de pouvoir mettre à contribution un certain nombre de choses que j'espère faire bien, mais de le faire tout au long de la vie de la boîte et pas juste au moment de la sortie. Et puis il se trouve aussi qu'à titre personnel dans la vie, je suis mariée avec un entrepreneur de la tech. D'accord. Donc je vois ça toute la journée un peu à la maison. Et c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'ai moi aussi eu envie d'y participer. Ok, très clair. Écoute, je te propose une petite série pour commencer de questions un peu rapides pour mieux comprendre ton parcours de VC et ce qui te caractérise. Et ensuite, on reviendra sur des anecdotes peut-être un peu plus longues, sur ton parcours, sur tes investissements. Et enfin, un petit regard sur le marché. Question simple pour mieux te connaître. Quels sont les sujets déjà qui t'intéressent en venture, que ce soit en termes de maturité, de secteur, de techno, de founders? Chez Elaya, en fait, on va aller faire des investissements qui vont aller globalement du Pre-Seed à la Series B. On va mettre des chèques entre quelques centaines de K euros pour les plus petits jusqu'à une quinzaine de millions en primo-investissement. Puis après, on fait comme tout le monde, on suit au fil de l'eau. Moi, j'ai pas tendance à me spécialiser sur des histoires sur des stades de maturité parce que je trouve qu'il y a de la diversité à aussi embrasser tous les sujets. J'aime beaucoup les sujets d'ultra early stage parce que tu arrives vraiment à un moment où le produit il est pas sec, où tu vas aider les founders sur le market fit, sur plein de sujets vraiment très très product. Tu n'es pas encore dans les phases de scale et d'exécution, donc ça intellectuellement c'est hyper intéressant. Et les phases de scale et d'exécution, elles sont intéressantes aussi parce que pour le coup, là, mon passé d'avoir vu des boîtes entre guillemets un peu plus grosses stage se met bien en valeur et du coup, tu es sur des étapes où faut dérouler du câble, mais il faut le dérouler vite avec une grande qualité, continuer de structurer des équipes internationales. Donc, c'est pas trop le stade qui m'anime. Après, j'ai des sujets sur lesquels j'aime bien me concentrer, notamment toutes les technologies assez transverses qui viennent donner des nouvelles vagues d'innovation dans le commerce, donc ce qu'on appelle la retail tech. Aussi les sujets autour de la transformation digitale des entreprises, un peu au sens large. On voit beaucoup de boîtes dans le SaaS actuellement, notamment adresser des TPE, PME qui viennent vraiment booster un mode économique un peu différent. Et les sujets autour des digital life science que d'autres de mes collègues de l'équipe couvrent très bien. Très clair. Alors ça, c'est la partie avant l'investissement, donc ce qui t'intéresse, ce que tu regardes. Moi, ce qui m'intéresse également et ce qu'on nous demande souvent, et je trouve qu'on manque de matière là-dessus, c'est la partie après. Donc en un mot, selon toi, c'est difficile en un mot, mais comment les entrepreneurs que tu accompagnes décriraient-ils ton implication? Pauline, en un mot, je ne sais pas te faire une réponse. En quelques mots. En quelques mots. Pauline, elle est straightforward, c'est-à-dire que vraiment, je vais aller vite au sujet et à aider à trouver à la conclusion. En fait, souvent on dit de moi que je suis assez deal maker dans tous les sujets, à la fois dans les sujets compliqués qu'on peut rencontrer dans les sociétés, parfois des problématiques de personnes, des problématiques de dynamique, de board ou de choses qui sont complexes. Et globalement, je suis une bonne aide à la structuration. D'accord. Là où parfois les gens ont envie d'être très analytiques et de faire les choses vraiment bien et de peser chacune des choses, moi je vais aller essayer d'insuffler un peu de dynamique et dire ok, maintenant on prend des décisions, on y va. Et du coup j'y passe pas mal de temps et donc un des autres mots peut-être qui pourrait ressortir, c'est disponibilité. Disponibilité. Troisième question est de mon triptyque, donc avant l'investissement, après l'investissement. J'en parlais avec Louisa tout à l'heure, il y a aussi Pauline chez Elaya, Pauline en interne. Sur quel sujet en interne on peut venir te chercher et sur quel sujet tu aimes aider les gens chez Elaya dans ton métier? Alors on ne se refait pas, hein. Quand on a été marqué au fer rouge de la banque d'affaires
en gros, tous les aspects techniques, souvent, c'est des choses dont on a hérité un peu par nature. Donc, il y a pas mal de sujets techniques dans l'investissement, que ce soit sur du structuring au sens purement Excel du terme. D'accord. Voilà, donc c'est moi la brute en Excel. Il n'y a pas que moi. Ou sur des sujets techniques aussi d'un point de vue juridique, et pas forcément que dans le moment de l'investissement, mais aussi au moment des sorties. Où, on le sait tous, le diable se cache dans plein de petits détails, des packs d'actionnaires et des différents docs qu'on peut lire. C'est pas forcément que ce soit ce que je préfère faire dans le métier, mais par contre, je suis assez convaincue que si on maîtrise pas la technicité du métier, ça veut pas dire qu'on n'est pas un bon VC, mais ça veut dire qu'on se met à risque parfois sur certains sujets. On peut venir te chercher pour un waterfall compliqué. Par exemple. D'accord. Voilà. Dernière question un peu courte, mais qui nous ouvre un peu l'esprit sur l'écosystème. Certains disent que l'écosystème venture peut être un peu gonflé d'ego, etc. Moi, au contraire, j'ai envie de te poser une question qui est, est-ce que tu pourrais me citer un VC dans notre écosystème que tu trouves inspirant ou dire un mot sympathique sur quelqu'un et le justifier? J'abonde dans ton sens sur le côté égotique de ce milieu. Ce qui ne devrait pas être, juste au passage, parce que la réalité, c'est que les vrais créateurs de la valeur, c'est les entrepreneurs, et que les VC, ils amènent des choses et ils ont un certain talent, mais à la fin, le succès, même s'il est partagé, il est quand même très très pondéré chez les entrepreneurs, et je pense que ça, c'est quand même super important de ne pas l'oublier. Enfin, ou en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je me dis tous les matins. Et un VC inspirant, Marc Rougier, quoi. Et pourquoi en 2 mots? En 2 mots, parce que, en dehors du fait que ce soit un des associés d'Elaya, je trouve qu'il a fait un pari extrêmement fort qui aujourd'hui semble évident, mais il y a 5 ans, il était entrepreneur, il était aux US, dans la vallée, et il est revenu en France pour accompagner l'écosystème du coup de la French Tech en étant investisseur. Donc je trouve qu'à la fois, c'est un joli move en termes de parcours et de carrière, et puis surtout avec la vraie vision que la France allait devenir une vraie terre d'innovation qui pèse, quoi. Ouais. Et donc voilà, au quotidien, on a des styles de VC extrêmement différents, mais je trouve que voilà, il y a eu une vraie belle vision. Très clair. Et je trouve que la réponse est un peu plus originale que A16Z, mais voilà. Ok. Merci beaucoup. Je passe un peu à la deuxième partie qui est pour le coup des anecdotes ou un regard sur ton parcours. Avant de te poser des questions sur des moments de réussite, des moments difficiles, qui sont des anecdotes, je pense, intéressantes et concrètes, la question de base, et je te la fais relativement courte, c'est qu'est-ce qu'un bon VC déjà? Un bon VC, il n'y a pas le playbook du bon VC, ça n'existe pas. Et chaque entrepreneur va aussi avoir sa définition du bon VC. Ouais. Le bon VC, c'est celui qui vient compléter justement l'équipe entrepreneuriale. À commencer par ça, parce qu'on vient apporter des choses en complément. Et pour moi, un bon VC, c'est quelqu'un qui est aussi capable d'avoir l'empathie parfois, de se mettre dans les chaussures de l'entrepreneur, tout en conservant toujours dans sa tête sa propre équation, qui est par nature de faire de la performance financière. Et on sait tous que parfois, les choses peuvent conflicter. Ouais. Et c'est vraiment de trouver cette espèce d'équilibre entre les deux. Et un bon VC, tout simplement, c'est un VC qui a de l'impact. C'est un VC qui amène vraiment quelque chose. C'est pas juste un VC qui pense bien. Je trouve qu'on a beaucoup de gens dans cet écosystème qui pensent bien. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui va venir rendre des choses théoriques plus pratiques ou actionnables. Il n'a pas vocation à piloter lui-même. Il n'a pas vocation à gérer lui-même. Mais un bon VC, c'est surtout un VC qui change en partie la feuille de route, quoi. Ok. Alors du coup, la transition est toute faite. Est-ce qu'on peut faire un focus sur ces 8 dernières années? Tu as fait un certain nombre d'investissements. Est-ce que tu peux nous parler d'une de tes réussites et nous donner un petit peu plus de détails concrets, si possible? Il y a, sous plein d'aspects, plein de réussites dont je suis assez fière. C'est pas forcément d'ailleurs qu'une histoire de sortie de TRI. Évidemment, c'est important pour le track record d'Elaya, mais le moment qui m'a fait le plus plaisir dans ce métier, c'est une journée, je me souviens, sur une société où on a passé une journée avec le management à faire un workshop sur le produit. C'était une boîte dans laquelle on était depuis 3 ou 4 ans, qui avait une belle dynamique, honnêtement, une assez belle traction, mais où, malgré tu vois, les boards qu'on faisait qui étaient plutôt positifs, on s'est dit, on a un petit sujet sur le product. Il y a des choses qui commencent un peu à vieillir, il nous manque quelques modules, on n'occupe pas telle zone, il y a des gens qui vont arriver là, et on a fait une espèce
de réunions un petit peu war meeting, Ouais. alors qu'il n'y avait pas de problème, tu vois. On n'était pas en train de dire ah là il n'y a rien qui va, faut tout changer, faut pivoter. On était en train de se dire on est en train de voir le mur, il est encore bien loin, mais on est en train de voir un truc qui va arriver. Il y avait encore de la croissance. Bien sûr, il y avait encore de la croissance, on n'était pas loin du 7-8% month on month, tu vois, un truc assez joli, mais on se disait ça va pas suffire, on va pas réussir à faire grossir les paniers comme il faut, on a des clients super grands comptes, on les fait pas assez cher, qu'est-ce qu'on va chercher? Et en fait, on a eu cette réflexion-là, assez longue, toute la journée, où là, du coup, il n'y a plus de filtre, tu vois, on se compris entre le VC et l'entrepreneur, où en fait, on dit, ouais, mais effectivement, là, ça, c'est pas assez bon, ça, c'est vieillot, tel truc, ouais, ok, c'est un peu bullshit, faut qu'on l'améliore. Et vraiment, on est sorti de là en ayant probablement réalisé 3 ou 4 mois de réflexion en une seule journée. Et ça, en tant que VC, quand toi, tu as eu, parce que j'avais eu l'initiative de cette réunion, tu te dis, ok, là, tu vois, on parlait d'impact, là, j'ai eu un impact. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas cette réunion, on pouvait peut-être continuer comme ça 6-9 mois. En soi, ce n'était pas dramatique, ça n'aurait pas planté la boîte, mais on aurait probablement raté un coche ou quelque chose en termes de redécollage de la boîte, tu vois. Et du coup, l'entrepreneur a appliqué les conseils de ce workshop-là. Le produit a évolué dans le sens… Ouais, mais ça s'est créé dans un consensus, tu vois, c'est jamais le VC qui donne le bon conseil que derrière l'entrepreneur applique. Évidemment. Mais ouais, effectivement, on est sorti de là avec une vraie roadmap et pas juste un truc où on s'est fait plaisir en disant génial, on a brainstormé, on a passé une bonne journée. Il y a eu un vrai déroulé derrière et franchement, rétrospectivement, parce qu'aujourd'hui, là, on a vendu la société, on se dit cette journée-là, elle a été clé, ouais. Très clair. Un moment difficile maintenant, peut-être ? Les moments difficiles, c'est toujours des histoires de personnes, en fait. C'est quand ça frite. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que tu en as tiré ? Est-ce que tu as tiré des enseignements ? On ne va pas forcément raconter les moments difficiles, mais les moments de personnes, c'est souvent subjectif. Mais quel enseignement tu en as tiré pour tes prochains investissements ou tes relations avec les entrepreneurs actuellement ? Moi, je suis quelqu'un d'assez médiateur, toujours. Et c'est marrant, sur une des sociétés, un jour, les gens disaient « Mais qu'est-ce que vous allez apporter ?» Et on disait on va résoudre vos problèmes. Et donc ce côté médiateur, je l'ai un peu naturellement. Par contre, ce que je sais aussi, c'est qu'en fait à la fin, il faut accepter que tu feras jamais plaisir à tout le monde. Et ça, honnêtement, c'est dur parce que quand tu es bien intentionné, tu as envie de trouver, tu vois, la meilleure zone entre les gens pour dire bon ok, lui il va lâcher ça. Et puis en fait, faut aussi accepter de temps en temps qu'il y ait des gens qui soient profondément mécontents et qu'il y ait un conflit qui perdure. On peut pas tout solutionner, quoi. Et la question n'est pas évidente, mais dans le sens de cette réponse, si tu devais te donner un conseil maintenant à la personne, au VC que tu étais il y a peut-être 5-6 ans, 7-8 ans au début, tu te donnerais quoi comme conseil ? Clore plus vite certains débats. Ok. Accepter parfois de trancher et de couper court à la discussion, ne pas laisser mijoter les mauvais sujets. Exactement. Ok. Hyper clair. Écoute, une dernière question sur ton parcours. J'aime bien un petit peu ouvrir le sujet. Est-ce que tu peux simplement nous parler d'une lecture, un film, un podcast récent qui t'a marqué ? J'aime bien, comme je pense tout le monde écoute les podcasts de Mathieu Stéphanie, et ceux que j'aime particulièrement en ce moment, en fait, c'est ceux qui ne sont pas dans l'écosystème de la tech. D'accord. Parce que je trouve qu'on a plein de CEO du portefeuille qui sont passés sur Génération Do It Yourself, mais je trouve que finalement, on commence à réapprendre de l'entrepreneuriat non tech, où il y a des parcours, des histoires de boîtes qui sont intéressants, qui ne sont pas forcément… Il n'y a aucun parcours de boîte qui est lisse, mais qui ne sont pas forcément à croissance hyper effrénée, où à côté, il y a quand même eu des super beaux succès. Et je trouve que ça amène de la sérénité aussi pour nos dirigeants, que de dire, voilà, on n'est pas obligé d'être lancé comme une fusée en permanence. Il y a aussi des temps longs dans la vie d'une boîte. Et je trouve que dans les sociétés hors tech, il y a pas mal de choses à aller rechercher. Il y a un épisode qui te vient en tête ou pas ? Je sais pas, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté celui des fondateurs de Veja. D'accord. Tu vois, c'est bon, en dehors du fait que c'est très bien ce que fait la boîte, quand le mec il t'explique qu'il est là à aller chercher ses producteurs au Brésil pour les matières premières des trucs, qu'ils y connaissent absolument rien, qu'en fait ils sont partis avec une idée. Tu vois, c'est pas de la techno, mais finalement le miroir fait par rapport à la technologie, je trouve, fait sens parce que c'est les mêmes démarches en fait à chaque fois. Par contre, c'est sympa de l'entendre d'entrepreneurs non techno. Très clair. Écoute, merci pour cette réponse. Troisième et un petit peu dernière partie, on en parlait avant
avant de filmer, la partie un peu marché. On sait très bien que le marché bouge, il y a plein de licornes, il y a plein de sujets, les valorisations. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais peut-être pour lancer et avoir ton avis sur le sujet, comment aujourd'hui on gagne un deal quand on est VC, face à la compétition de plus en plus accrue des investisseurs sur le marché. Ouais. Comment on gagne un deal? Pour moi, il y a à minima 2 choses clés dans les temps actuels. Faut donner un ordre, c'est pas forcément cet ordre-là qui marche à chaque fois, mais il faut être expert et il faut être rapide. Tu peux pas gagner un deal si tu n'es pas rapide. Les temps longs dans lesquels on travaillait il y a encore 2-3 ans, du type, tu as un dossier qui arrive, tu passes 2-3 jours à regarder, et puis tu prends un meeting pour 4-5 jours après, et puis après il te faut 4 réunions pour faire l'analyse, et puis après t'en parles, et puis voilà, non, ça marche plus. C'est quoi le cycle là pour toi du coup maintenant? Le nouveau cycle? Le nouveau cycle, je ne sais pas s'il n'y a plus grand-chose de standard, mais il faut avoir une opinion assez claire maintenant en moins de 2 semaines sur les dossiers. Ouais. Ok, donc rapidité. Rapidité, c'est hyper important, et c'est important parce qu'il y a de la compète, mais pas que aussi parce que ça te met dans une position où tu montres à l'entrepreneur que le jour où il part avec toi, tu es réactif sur les sujets, tu es sur la balle, tu traites les choses. Expertise parce que y a beaucoup d'acteurs dans le marché, tous avec des moyens accrus de génération de fonds en génération de fonds. On a tous des fonds sensiblement plus gros que les générations précédentes. Et donc du coup, vu que ça ne se joue pas entre guillemets à la taille du chèque, ça se joue à la qualité de la discussion. Et c'est une des raisons pour laquelle, sans forcément parler de VC ultra spécialisés, mais à minima dans des équipes d'investissement, il faut qu'au travers des différents membres, tu sois extra expert sur un sujet. Et les feedbacks qu'on a souvent chez les entrepreneurs, quand on leur demande, une fois qu'on est plus à la cool, on a signé et tout, pourquoi vous nous avez choisi? Une grande majorité des réponses, c'est on a eu des discussions au bout de 20 minutes sur des sujets product ou techno qu'on avait eu avec personne d'autre dans des niveaux de profondeur vachement plus importants. Mais quand tu dis expert sur un sujet, est-ce que c'est expert sur une verticale? C'est-à-dire je connais très bien l'environnement concurrentiel parce que j'ai fait des investissements en digital health et je vais pouvoir t'apporter ce regard-là, ou ça peut être aussi expert sur recruter une équipe commerciale, un sujet des sujets transverses? Pour moi, c'est plutôt quand même sectoriel parce que nous, on intervient quand même dans le bucket un peu général de l'early stage. Et en early stage, tu es encore beaucoup centré sur des sujets autour du produit, du go-to-market, tu vois, de choses qui sont avant même la structuration, la commercialisation, même si c'est des enjeux concomitants. Hein, donc, il faut qu'on comprenne profondément le sous-jacent. Okay. Je sais pas plus tard que la semaine dernière, je regardais un sujet fintech avec des structurations sur des véhicules, des agréments, des trucs complexes. Eh ben, si tu sais pas ça, tu vas pas poser les bonnes questions et tu vas être trop apprenant pendant le meeting, de sorte qu'à la fin, tu feras pas la différence. Ouais. Alors que quand au bout de 3 minutes, tu dis « Ok, tac, 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 en fait, tu vas faire ça. Est-ce que tu as choisi tel format plutôt que tel format ?» Le gars, il disait « Waouh !» Bon, et tu sais que là, tu as marqué un point, tu as marqué quelque chose, non seulement parce que tu sais, mais surtout si tu sais, ça veut dire que tu t'es vraiment intéressé au sujet. Le gars, il se dit en face, ah bah ouais, elle a vraiment regardé cette problématique-là, quoi. Donc, si je résume, la rapidité, on en a parlé, oui. La verticalisation, il y a 2-3 paramètres sur lesquels j'aimerais t'entendre. Le premier, il est facile, c'est le marketing. Ouais. Le marketing aujourd'hui, c'est un peu le corollaire du deuxième point qui est celui de se verticaliser. Il faut après faire en sorte que l'entrepreneur soit au courant, ça se sache. Ma question est la suivante. Comment tu différencies le marketing d'un fonds et le marketing individuel? Est-ce que les deux doivent être complémentaires? Quel est ton avis sur le sujet? Alors, moi, je suis extrêmement mauvaise en marketing personnel. Tu vois, l'exercice qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas un exercice que je fais régulièrement. Je trouve que c'est important de commencer par le marketing de la firme parce que la firme, elle va t'accompagner sur toute ta durée de vie. On espère que les gens aussi, mais tu ne peux jamais d'une part gager que tous les gens qui composent la firme sont là sur la durée de vie de la boîte chez Elaya. Et aussi parce que quand tu vends une marque comme Elaya, tu ne vends pas du Pauline, du Marc, du Sam, tu vends l'accès à des ressources, l'accès à des perks, l'accès à certains avantages qu'on met en place, qu'on essaye de leverager.
mais tu n'es pas en train de dire tu vas bosser qu'avec Pauline et puis tu n'auras jamais le droit de parler à qui que ce soit d'autre. D'accord. Tu vois, moi, mon background MNF est que il y a pas mal de sujets, de réflexion, quand il y a des sujets potentiellement de fusion qui arrivent ou de build-up ou de trucs où on me met à contribution. Et quand bien même, ce n'est pas le suivi de mes lignes, et des fois, on vient me dire tiens, qu'est-ce que tu penses de ça tout simplement parce que j'ai un peu plus d'expérience sur ces sujets-là. Et moi, je vais aller solliciter de temps en temps des gens en interne qui ont vu d'autres problématiques sur lesquelles moi, j'ai été moins exposée. Donc pour moi, un entrepreneur, il doit d'abord faire l'assessment de est-ce que cette boîte-là, elle va m'apporter plein de choses. Ouais. Et là où l'individuel est hyper important, c'est qu'en fait, oui, ça va être ton touch point, le directeur d'investissement ou le partenaire avec lequel tu vas travailler, ça va être ton point de contact privilégié. Donc il faut évidemment que ça se passe bien. Après, pour moi, du coup, c'est autre chose. C'est beaucoup plus une question de fit humain, de relation de confiance, beaucoup plus que du marketing perso. D'accord. Le 4e paramètre, c'est celui du prix, il est facile. Ouais. On sait très bien que ça évolue, que les valorisations s'envolent, etc. Est-ce que c'est une arme aujourd'hui parce que la question de base, c'était comment gagner des deals. On a donné les 3 premiers paramètres. Ce 4e-là, tu penses que c'est une arme? Est-ce que c'est dangereux au contraire? Quel est ton avis sur le sujet? On est assez aligné chez Laïa et on est assez aussi connu pour être des gens qui payons dans le marché, c'est-à-dire on n'est pas hors marché, on vit dans le même monde que les autres. Par contre, on ne fait pas partie des gens qui gagnent les deals sur les deal terms. Il y a une grande partie des sociétés qu'on rentre en portefeuille sur lesquelles, pareil, on nous fait le feedback une fois que les choses sont détendues, de dire vous n'étiez pas du tout la meilleure term sheet. D'accord. Donc c'est là où, tu vois, quand tu dis comment on gagne des deals, heureusement qu'il n'y a pas que ça qui fonctionne. Parce que la réalité est toujours pareille, parce qu'on parle ici d'early stage, dans ce qu'on fait chez Laïa, le delta que tu vas avoir peut-être de différence de deal terms entre 2 fonds ou 2 term sheets, si tu projettes une boîte sur une vie où tu ambitionnes quelque chose jusqu'à la série D, la série E ou la série F, c'est pas le demi% de détention que tu auras laissé sur la table parce qu'il y aura eu 1 million de plus ou 1 million de moins sur la valo qui va changer quoi que ce soit à la fin. Par contre, choisir le bon partenaire pour la suite de ton histoire, ça c'est maxi important. Et justement, tu lui conseilles quoi aujourd'hui à l'entrepreneur qui sur la table a 3 term sheets avec 3 prix différents, disons 10, 12, 14, complètement au hasard? Tu lui conseilles quoi pour choisir son investisseur? Alors déjà, je lui conseille de lire la term sheet en entier, pas que les chiffres, parce que y a tout plein de petites clauses et de petites choses qui font qu'en général, la valo, elle peut être pas mal corrigée par un certain nombre d'autres mécanismes. Exemple, juste. Exemple, il y a des ratchets, il n'y a pas de ratchet. Exemple, est-ce que la liquidation préférentielle, elle est simple, elle est participating, est-ce qu'elle est simple à une fois garantie ton investissement, à plus que ça. Les droits de gouvernance aussi, parce que on peut se dire ok, je suis plus ou moins dilué avec des sujets de valorisation, mais si derrière tu as 2 fois la liste de choses qui doivent passer en board à majorité qualifiée versus tu as une marge de manœuvre de décision qui est un petit peu plus à la main des équipes fondatrices, pareil, ça c'est une autre valeur. Évidemment. Donc la term sheet, elle se lit en entier. Tu vois, chez nous, on fait des term sheets de 11 pages. Ok, donc il n'y a presque plus de négo après. Ah, il n'y a plus de négo. Donc d'une part, ça va beaucoup plus vite à temps. dérouler. Et puis surtout, il n'y a pas de surprise. Et tu vois, ça c'est un autre acte, non pas de marketing cette fois-ci, mais au contraire de transparence, de dire on va parler de tout. Et puis alors derrière, il n'y a plus de discussion. Et donc ça, c'est important. Et pour choisir, il y a la qualité, j'allais dire, de la façon aussi dont ce deal il est fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as posé ta term sheet, on sait qu'entre la V1 de ta term sheet et celle que tu signes, en général, il y a 2-3 choses qui se passent au milieu. Il y a des tours aujourd'hui qui sont globalement sursouscrits. Où les gens veulent être lead, veulent être co-lead, il y a des BA qui veulent mettre plus, voilà. Et dans la façon dont tu vas aménager cette négo pour faire en sorte que le deal à la fin soit équilibré, il se passe beaucoup de choses, en fait, il transparaît beaucoup de choses et je pense que les entrepreneurs le perçoivent. Tu conseilles, avant-dernière question, mais pour aller dans ton sens, tu conseilles à des entrepreneurs de faire des ref calls. Demain, disons que tu es en train d'analyser un deal. Conseiller à un entrepreneur d'appeler les participations que tu as pu suivre, les CEO. Bien sûr. Et on leur dit même, on va même plus loin, on leur dit, et puis appelez pas juste les mecs de Miracle et de Shift, appelez les boîtes où ça s'est pas bien passé aussi. Ouais, ça c'est excellent, effectivement. Dernière question,
qui fait un peu appel à ton ancienne casquette et qui là est très macro, mais tu as ta casquette de banquière. J'aimerais avoir ton regard sur l'environnement des sorties. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de levées de fonds, de plus en plus de licornes. On parle un petit peu moins, Volta l'a fait récemment, mais de l'environnement des sorties. Est-ce que ça suit globalement l'environnement M&A? Ça suit l'euphorie qu'il y a en ce moment sur les levées? Ça va mieux. Ouais. Ça va passer vite. Et c'est pas équitablement distribué géographiquement aussi. On reste encore, tu vois, sur des sorties qui sont majoritairement M&A, dans de moindres proportions que par le passé, donc vraiment des acquisitions industrielles. Ce qui va beaucoup mieux et plus dans le bon sens, c'est les fameux acteurs late stage du private equity qui viennent sur nos sujets, soit au travers de LBO Tech ou de prise de participation majoritaire qui offrent des fenêtres de liquidité, soit au travers tout simplement d'acquisitions dans des programmes de build-up pour des sociétés qu'ils ont déjà en portefeuille. On a vécu les 2 cas, tu vois, dans les 18 derniers mois chez Elia. Donc ça, c'est des belles fenêtres de liquide que tu prends ou pas partiellement, tu vois. En plus, il peut y avoir pas mal de couture, haute couture faites sur ces deals-là. Ce qui manque encore à mon goût, c'est encore des marchés de capitaux en termes d'IPO qui se musclent un peu en Europe versus les US, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées 1000 fois, on a un marché de capitaux qui est quand même beaucoup plus exprimé aux États-Unis. Il y a plein d'initiatives dans le growth et notamment sous les programmes TIBI qui vont dans ce sens-là. Maintenant, les effets, on les verra que dans quelques années. Donc ce serait bien qu'on puisse vraiment avoir des beaux listings d'IPO dans la tech. Il y en a eu quelques-uns récemment, mais pas en assez grand nombre et pas en assez grande taille. Donc ça suit. Les corpos, ça suit aussi. J'avoue que par le passé, on était sans arrêt en train de dire voilà, les corporates français ne rachètent pas les boîtes en France, et puis quand elles le font, ce n'est pas des super multiples. Ça évolue quand même pas mal. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on a aujourd'hui, quand tu regardes les stats, une réalité du marché du M&A au-dessus de valo à 100 millions qui se compte encore en trop petites unités, ça c'est sûr. Ouais. Du coup, un play franco-français, enfin en tout cas parier sur même une très belle société qui va majoritairement avoir un marché français, ça ne marche pas trop. Et c'est la raison pour laquelle on est si pénible avec ces histoires le fameux TAM, le Total Addressable Market, et ces fameux sujets justement de croissance à l'international, c'est qu'à la différence des US, le marché natif, il n'est pas suffisant. Et le marché européen, il est en taille compétitif en comparaison, mais beaucoup plus compliqué à exécuter parce que multifragmenté. Peut-être pour rebondir, c'est ma dernière question, il y a des gens qui peut-être à tort se posent la question justement par rapport au constat que tu fais, non pas d'imaginer la meilleure scénario de sortie et de rachat, mais plutôt de constituer une société, développer une société pour qu'elle soit en mesure de lever un maximum. C'est une bêtise ça, ou en tout cas même côté VC, d'aller chercher surtout non pas la startup qui fera le meilleur succès, mais qui lèvera le plus d'argent. Alors c'est peut-être corrélé, parfois on nous prouve le contraire. Que penses-tu de ce sujet ? En fait, ni l'un ni l'autre. En fait, ce qui est important, c'est le ROI du cash. Oui. Évidemment, plus les fonds vont être gros, plus on va avoir d'ambition sur la taille des sociétés. Tu vois, nous, on gère des véhicules qui sont de l'ordre de 200 millions d'euros en taille. Donc, on doit avoir des boîtes qui ont vocation à, évidemment, sortir des frontières hexagonales, à avoir des ambitions mondiales, à avoir une certaine vélocité et du coup aussi à requérir du capital parce que nous, on est dans l'envie d'investir et de supporter. Par contre, sur financer une société qui à la fin exécute pas correctement, c'est ça le problème. Et donc du coup, ce à quoi on fait très attention, c'est d'avoir le bon dosage de cash dans des boîtes par rapport à leur maturité et à leurs étapes subséquentes d'ambition. Ce qui ne va pas, c'est de lever 50 millions sur une boîte qui à la fin est collée à 400 000 de MRR et dont la perspective de sortie devient hyper compliquée. Et vaut mieux avoir levé moins et avoir fait une plus petite sortie, même si à nouveau ce n'est pas ce qu'on cherche, mais où tu as un équilibre du cash et donc une rémunération à la fois des VC, des actionnaires et du coup aussi des entrepreneurs, parce que les fameuses liquidations préférentielles et tout un paquet de clauses ne s'appliquent pas, et donc du coup qui fait que le partage de la valeur, parfois même dans des plus petits chiffres, il fait du sens. Donc en fait, lever de l'argent, oui, avoir de l'ambition, oui,
Mais par contre, avec la qualité d'exécution qui va avec. Et si la machine commence à tousser, réinjecter de l'argent à marche forcée, en général, est une très mauvaise idée. Ouais. Très clair. Merci Pauline. Merci à pour toi. ton temps. Merci à Louisa pour son aide. Merci à Emma et à l'équipe du Crayon. Et un grand merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. Plaisir.